Bonjour à tous, je reçois Geoffroy Julien Kouao, essayiste et politologue. Votre dernier essai, Violence électorale et apologie de l'impolitique, faut-il désespérer de la Côte d'Ivoire, a été publié il y a, on va dire, un peu plus d'un an maintenant aux éditions Camit. Geoffroy Julien Kouao, bonjour. Bonjour, Germain. Et heureux de vous retrouver. Alors, l'actualité politique est très riche. Des cadres, et non des moindres, du PDCI quittent ce parti important de la Côte d'Ivoire pour le RHDP, le parti présidentiel. Alors, l'un des plus marquants départs a été celui de l'ancien porte-parole de ce parti et, jusque-là, président du conseil de surveillance du PDCI, j'ai nommé M. Narcisse Ndri, donc qui a rejoint le PDCI qui a rejoint le RHDP après l'avoir combattu. Alors, comment expliquez-vous cette hémorragie que même les dernières injonctions du président Bédié n'arrivent pas à arrêter? Alors, pour analyser cette hémorragie, pour reprendre votre terme, il faut écouter les personnes concernées. Regardez par exemple M. Gwali Dodo, qui est ancien député, patron du PDCI à Vavois, et il dit ceci: au lieu de m'enfermer dans une position sans issue, sans vision, sans ambition, j'ai choisi d'aller au RHDP. Vous voyez très bien. Quant à M. Ndri Narcisse, il dit ceci: je démissionne du PDCI parce que nous constatons avec amertume et désolation un net recul de gouvernance. Et de démocratie interne. Bon, oui, c'est ce qu'il dit. Et le sénateur Ndoye Apiremont d'ajouter il y a une absence de vision, de prospective et de projection au PDCI RDA, ce qui explique mon départ. Autrement dit, tous les militants qui s'en vont dénoncent, décrient l'immobilisme au niveau du PDCI RDA. Et à l'observation, ils n'ont pas totalement tort. Contrairement, par exemple, au PPACI, où on assiste à une dynamique de mobilisation à travers un certain nombre de meetings organisés par Laurent Gbagbo, au niveau du PDCI, depuis le départ du RHDP en 2018, on n'a jamais vu, par exemple, M. Bédié organiser le meeting, aller vers les militants, vers la base. Donc on est dans un véritable immobilisme qui pourrait expliquer le départ de ces cadres. Mais le PDCI a toujours perdu des cadres, hein? Bon, même affaibli, le PDCI ne meurt jamais. Oui, le PDCI a perdu des cadres. Vous voyez, par exemple, M. Ndri Narcisse, il était aussi le directeur de cabinet du président du PDCI. Mais avant lui, son prédécesseur, M. Koulibaly Lusongui, qui était directeur de cabinet aussi de Henri Konan Bédié, était parti. Mais attention, le PDCI demeure un grand parti. Le parti PDCI a cette capacité de résilience qui est assez forte. Vous savez que d'abord, tout a commencé en 90. À l'avènement du multipartisme, on pensait à la mort du PDCI-RDA. Le PDCI a survécu au multipartisme. À la suite du coup d'État de 1999 du général Gueye, on a pensé que le PDCI allait disparaître du paysage politique ivoirien. Ça n'a pas été le cas. Et surtout, on l'a vu tout récemment, lorsque le PDCI est sorti du RHDP, et surtout en 2020, après l'appel à la désobéissance civile, on ne vendait pas cher la peau du PDCI. Mais le PDCI est toujours resté dans le paysage politique et reste aujourd'hui l'une des trois grandes formations de la Côte d'Ivoire. Même si le PDCI recule d'un point de vue électoral, dans certaines de ses bases fondamentales. Oui, on l'a vu tout récemment lors des partiels dans le centre où le regretté Mangwa avait perdu les élections. C'était un véritable baron du PDCI dans cette région
du Béquet. Et on voit que le RHDP est en train de ratisser assez large, et surtout l'absence du PDCI au nord, dans le septentrion ivoirien. Oui, il y a un véritable recul, mais attention, il faut relativiser les choses. Le PDCI a une capacité de résilience. La symbolique de la figure tutélaire de Henri Konan Bédié peut toujours, en cas de besoin, rassembler autour d'elle les militants. Donc, Bédié reste l'homme de la situation, malgré toutes ces remarques désobligeantes quand même. Oui, malgré tous ces départs, Henri Konan Bédié reste incontournable, c'est l'homme de la situation. Seulement, il n'a plus 30 ans, le contexte a évolué, le RHDP a fait des performances en termes de gouvernance, et tout ça n'est pas fait pour aider l'opposition, principalement le PDCI-RDA. Alors, à quoi cela peut-il servir pour ces cadres d'aller juste grossir le nombre du RHDP quand on sait qu'au RHDP, il y a plein de cadres également qui attendent de se faire une bonne place dans le dispositif du pouvoir RHDP? Le défi, le challenge, c'est les élections prochaines, et surtout les locales, les municipales et les régionales. On verra vraiment si Ndri Nassis, Wari Dodo, Ndoye Raymond et autres pèsent réellement. Il va falloir apporter des voix au RHDP. Est-ce qu'ils pourront se faire élire? À défaut, et ils seront comme des feuilles mortes au RHDP, ils seront dans l'oubli. Ouais, il aurait fallu également qu'on leur fasse déjà une place sur la liste de ces élections-là. Oui, mais tout va dépendre aussi de ce qu'ils représentent réellement, électoralement, parce que le RHDP a besoin de victoire et va choisir des personnalités qui ont une certaine légitimité dans leur base. Docteur, qu'est-ce qui rend le RHDP si attractif? On sait qu'en 2020, 2019-2020, le PDCI était redevenu un parti central, très attractif. Est-ce qu'aujourd'hui, pour expliquer tous ces départs-là, la seule vengeance de la gestion Bédié expliquerait tout? Non, je ne le pense pas. D'abord, il faut reconnaître qu'en termes de gouvernance, surtout économique, le RHDP a fait des performances. Et ensuite, le RHDP a su instaurer la paix pendant une décennie en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que depuis 1995, nous étions dans des situations totalement instables relativement à la paix sociale. Alors là, depuis près d'une décennie, et au niveau économique, il y a des performances. Et surtout, on sent une certaine démobilisation au niveau de l'opposition, surtout après l'élection de 2020. Alors, que gagne le RHDP en acceptant ces transfuges du PDCI? Oui, le RHDP, évidemment, en termes arithmétiques, gagne de nouveaux militants parce que ces personnalités vont avec une partie des militants du PDCI RDA. Et surtout en termes de communication politique, c'est une situation qui tend à affaiblir l'opposition et à valoriser surtout l'action du RHDP. Donc ça conforte le RHDP dans sa posture de parti qui a une bonne gouvernance économique. Alors, nous allons passer au deuxième sujet de cet entretien. Je voudrais donc que nous revenions sur ce rapprochement FPI-RHDP dans la perspective des élections locales prochaines. Alors, selon vous, il n'y a rien de surprenant à voir Pascal Affi-N'Guessan se rapprocher d'Alassane Ouattara? Si, il y a beaucoup de choses qui pourraient étonner tout observateur. D'abord parce que, si vous vous rappelez, en septembre 2022,
lors du retour de M. Mabry Touaké du PCI au RHDP, les journalistes avaient demandé à M. Ouattara s'il y avait aussi une perspective, il pouvait avoir une perspective d'alliance avec le FPI. Et il a répondu ceci, il a répondu, et je cite, « Le FPI et nous n'avons pas la même culture, la même philosophie politique. » Est-ce qu'on peut dire là que c'est un rapprochement contre nature? À l'observation, oui, puisque le FPI se réclame de la gauche socialiste et le RDR de la droite libérale. Et donc, idéologiquement, ce sont deux formations politiques opposées. Mais dans la sociologie politique ivoirienne, cette alliance n'étonne pas. Parce que tous les partis politiques, tous les leaders politiques, les principales personnalités politiques fonctionnent à partir d'une doctrine. La doctrine d'Houphouët-Boigny, qui se résume à cette phrase célèbre, la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment. D'où les alliances contre nature que nous avons vues depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a Laurent Gbagbo qui dit qu'en politique il n'y a pas d'alliance contre nature. Oui, c'est ce qu'il dit. dit également le sénateur Alain Cocotré dans son livre que voici, les alliances et coalitions politiques, quel espoir pour la démocratie. Voilà, il précise qu'il n'y a pas en politique d'alliance contre nature. Non, si, il y a des alliances contre nature. On ne peut pas voir, par exemple, en France, le Rassemblement national de Marine Le Pen, dirigé aujourd'hui par Jordan Bardella, s'allier avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Non. Il y a des différences souvent de nature et sur le plan idéologique à ne pas concilier. Et puis, il y a aussi la nature de notre régime politique. Nous sommes dans un régime présidentiel où les alliances souvent ne se justifient pas parce qu'il n'y a pas de bataille pour la gouvernance. Contrairement à un régime parlementaire où c'est le Parlement qui gouverne parce que le gouvernement est issu du Parlement. Il faut donc une majorité au Parlement, d'où les alliances. Mais chez nous ici, nous sommes dans un régime présidentiel, donc les alliances ne se justifient pas. Alors vous donnez un cas quand même très précis dans votre livre, celui de la gauche et de l'extrême droite israélienne. En réalité, donc, ça veut dire que, je reviens sur ce que je disais, en réalité, il n'y a pas d'alliance contre nature en politique. Oui, on l'a vu ça en Israël. Vous savez que la recherche d'une majorité a amené les Israéliens en une année à aller 4 fois devant les électeurs. Et tout récemment, le gouvernement de Yair Lapid est tombé en moins d'une année parce que c'était une coalition avec des grands écarts allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ça n'a pas duré. Et on a vu le retour de Benjamin Netanyahou. Et non, je pense que dans un régime présidentiel comme le nôtre, où il y a la séparation des pouvoirs, où le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, où l'inverse aussi est vrai, on n'a pas besoin réellement de coalition pour gouverner, parce que c'est l'exécutif, c'est le président de la République qui détient l'entièreté du pouvoir. Il n'est pas responsable devant le Parlement. Voilà, et on le voit bien dans la pratique politique ivoirienne, c'est le président de la République qui prend la plupart du temps les initiatives relativement aux différentes lois. Mais comme si vous le dites, cela n'a rien d'étonnant, cela interroge tout de même sur, aujourd'hui, la réelle capacité de l'opposition ivoirienne à tenir tête, je vais le dire comme ça, à tenir tête au pouvoir RHDP. Oui, à l'observation, l'opposition ivoirienne est affaiblie, surtout après l'épisode de 2020, après l'échec de l'appel à la désobéissance civile. Heureusement, le retour de Laurent Gbagbo semble donner une certaine dynamique
Vous voyez, Laurent Gbagbo, malgré son âge, il bouge, il fait l'actualité politique, il émet des idées, il va à la rencontre des populations, il envoie quelques missiles à l'endroit du pouvoir. Et tout ça peut permettre à l'opposition de se remobiliser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette alliance FPI-RHDP a la même saveur que ce rapprochement FPI-RDR de 1995? Non, pas la même saveur. Parce qu'en 1995, Ouattara et Bédié et Ouattara et Gbagbo se sont mis ensemble pour chasser de façon démocratique par les voies des urnes Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alassane Ouattara est au pouvoir et Afin N'Guessan, qui est d'une extrême lucidité politique, le dit lui-même. Il le dit lui-même. Je vais vers le RHDP pour fuir cette solitude sclérosante, pour aller vers une alliance qui nous permet d'apporter notre sensibilité particulière à l'action du gouvernement et de nous rendre utiles à notre pays et de disposer d'un tremplin pour la victoire commune en 2025. Autrement dit, du coup, il n'est plus opposant à Ouattara. Non, il n'est plus opposant à Ouattara. Parce que là, c'est clair, il veut participer à l'action gouvernementale et il veut aussi s'allier à Alassane Ouattara pour 2025. Et évidemment, on ne peut pas lui reprocher d'avoir des ambitions, d'avoir de la stratégie dans la conduite de son parti. Afin N'Guessan est un homme politique ivoirien, il fait de la politique à l'ivoirienne. Alors, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure dans le livre du sénateur Alain Cocotré. On lit ceci. Il dit que la plupart du temps, les alliances, les coalitions profitent plus aux petites formations qu'aux grandes formations. En clair, le FPI de Pascal Afin N'Guessan ne sera jamais le FPI de Laurent Gbagbo. Oui, c'est une évidence. Ce ne sont pas les mêmes personnalités, ce n'est pas le même contexte. Et ce n'est pas le même poids politique aussi. Oui, oui. Mais contrairement à ce qu'on pense, Afin N'Guessan a quand même été le premier maire élu de Bongouanou. Il a été Premier ministre, c'est quand même un hiérarque de la vie politique ivoirienne. C'est un peu méprisant de penser qu'il n'a pas une base électorale. Non, personne n'a jamais dit. Oui, justement. Mais dans cette alliance, je pense que le véritable bénéficiaire, c'est le RHDP. Je vous donne quelques exemples. Regardez par exemple une commune aussi stratégique dans la gouvernance politique en Côte d'Ivoire comme Yopougon. Et aujourd'hui, le RHDP a présenté son candidat qui est M. Adama Bitogo. Mais nous savons tous que Yopougon, c'est le bastion de l'opposition, surtout du PPACI, de Laurent Gbagbo. Et lors de la dernière élection législative, le RHDP a été battu par la coalition PDCI-FPI de 400 voix. Vous voyez très bien. Autrement dit, à Yopougon, et le candidat de Laurent Gbagbo et de Pascal Afin N'Guessan, l'avocat Pierre Dogbo, a eu, tenez-vous bien, 4000 voix. 4000 voix. Et donc, vous voyez que pour les municipales et pour les prochaines législatives, le RHDP a réellement besoin du FPI pour prendre symboliquement Yopougon. Il y a aussi le cas, on peut citer le cas de Cocody, qui est tenu actuellement par le PDCI RDA. Et déjà, on voit, Jean-Marc Yassé a un bilan somme toute satisfaisant. Il y a aussi un point de vue, Yassimina Lucienne, une rivalité interne. Une rivalité interne, mais dans tous les cas, ce sont deux poids lourds de la politique locale à Cocody. Face à ces deux dinosaures, enfin à ces deux poids lourds, le candidat du RHDP, Eric Tama, est certes une personnalité importante, mais sur le plan politique et électoral, il est novice. Il aura besoin des voix du FPI, du soutien du FPI,
pour pouvoir rivaliser dans les urnes avec le PDCI. Donc, c'est une alliance qui, à mon avis, et surtout en 2025, dans une probable alliance entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara aura forcément besoin d'un leader d'un certain niveau, comme Pascal Affi-N'Guessan, pour pouvoir justifier une éventuelle victoire. Mais en même temps, ce rapprochement donne du grain à moudre à tous ceux qui ont toujours pensé que depuis toujours, Pascal Affi-N'Guessan jouait en double jeu, roulait quelque part pour Ouattara contre Laurent Gbagbo. Est-ce que là, ce rapprochement ne confirmerait pas cette façon de penser? M. Affi-N'Guessan est un homme politique. Et la politique suppose de la stratégie, de la méthode, de la ruse. Vous voyez? Et c'est ce que fait Affi-N'Guessan. Affi-N'Guessan observe la vie politique ivoirienne. Il sait que face à Alassane Ouattara, à Henri Konan Bédié et à Laurent Gbagbo, il ne pèse pas grand-chose. Et donc, c'est un outsider. Il sait qu'il ne peut pas accéder au pouvoir s'il reste dans cette position. Il va donc vers le RHDP, où il aura une place de choix. Et si par extraordinaire, M. Ouattara n'avait pas envie d'un autre mandat supplémentaire, évidemment que Affi-N'Guessan pourrait avoir toute sa chance. Donc Affi-N'Guessan est dans une posture purement stratégique et électoraliste. Alors, le troisième et dernier thème de notre échange va porter plutôt sur la libération de Pulchérik Balé, l'activiste des droits de l'homme, enfin libre, je vais dire provisoirement libre. Alors certains ne se sont pas enthousiasmés de cette libération. Est-ce que vous les comprenez? Non, je ne les comprends pas. Parce que le principe, c'est la liberté. L'emprisonnement, c'est l'exception. Vous voyez. Et je pense que la société civile a une place importante dans la construction de notre démocratie. Et d'ailleurs, la Constitution ivoirienne, en son article 26, dispose clairement que la société civile est une composante de la démocratie. Vous voyez. Et donc, parce que Pulchérik Balé, en tant qu'actrice de la société civile, icône, figure majeure de la société civile, a son rôle à jouer en tant que contre-pouvoir. Parce que là, quand la Constitution dit que la société civile est une composante de la démocratie, la société civile ne peut jouer qu'un rôle de contre-pouvoir. Et donc, sa place n'est pas en prison, sa place est entre nous. Mais le problème, c'est la frontière entre l'action de la société civile sous le couvert, en tout cas l'action de la société civile qu'on peut interpréter comme politique, une action menée sous le couvert du mandat de membres de la société civile. Oui, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Non, c'est une erreur que l'opinion commet. La société civile, c'est de la politique. Les acteurs de la société civile sont des acteurs politiques. Ce sont des hommes et des femmes politiques. Donc là, ils ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres. Seulement, ils ne visent pas la prise du pouvoir. Très bien. Ils veulent influencer la gouvernance politique. Par exemple, Pulchérik Balé parle de la vie chère, parle d'un certain nombre d'inégalités, d'injustices, etc. Vous voyez. Et donc, mais elle s'immisce sur une question hautement, évidemment, mais c'est son politique. droit. C'est son droit. Tout Ivoirien a le droit de se prononcer. Les 49 militaires. Oui, mais tout Ivoirien a le droit de se prononcer sur cette question. Ce n'est pas une question taboue. Des Ivoiriens sont partis des militaires et il y a eu un problème. Donc, ça intéresse tout citoyen ivoirien peut émettre son point de vue. Pulchérik Balé joue son rôle d'acteur. La politique n'est pas le fait seulement des acteurs étatiques, des acteurs partisans, mais de tous citoyens, des intellectuels, des journalistes. Là, le président de la République, le gouvernement n'ont pas le monopole de l'action, de la gouvernance. Mais attendez, supposons qu'il y a eu une guerre, par exemple, entre le Mali et la Côte d'Ivoire à la suite de cette affaire. C'est le gouvernement seulement qu'ils allaient attaquer. Mais c'est tous les Ivoiriens qui allaient être quelque chose impliqués. Les conséquences de cette chose. Quand on voit la malgouvernance de nos gouvernants, par exemple, le coup d'État de 1999, la rébellion de 2002, la guerre civile de 2010,
la crise électorale de 2020, mais ce sont les conséquences de mauvaise gouvernance. Mais qui paye le plus fort? Mais c'est la population. Donc la population a le droit, dans une démocratie, la population joue le rôle de contre-pouvoir. Et l'exécutif n'a pas le monopole de la gouvernance. Tout Ivoirien peut, dans le cadre légal, se prononcer sur... En France, par exemple, quand il y a des crises, que les Bernard-Henri Lévy, en tant que simple intellectuel, vont dans les pays et reviennent et donnent des conseils aux gouvernants. Ce n'est pas souvent de bons conseils aussi. Voilà, souvent, ce n'est pas de bons conseils. Mais on ne les emprisonne pas pour ça. On ne les emprisonne pas pour ça. Je pense que là, dorénavant, bon, c'est une histoire, heureusement, qui se termine bien. Elle est en liberté. Mais il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on est président de la République, on est ministre, on est gouvernant, on est président d'un parti politique, militant d'un parti politique, on a le monopole des affaires politiques. Tout le monde, tout citoyen ivoirien peut se prononcer sur n'importe quel sujet en Côte d'Ivoire dans le cadre des lois. Et bien évidemment, c'est l'un des thèmes que vous abordez dans ce livre pour lequel je vous recevrai, mais là dans le cadre d'une autre émission. Merci et très bonne journée. Merci.